l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Un espace où on tente de comprendre ce que notre époque fait à nos vies, à nos manières d'aimer, d'espérer, de tenir. Aujourd'hui, nous recevons Maria Pourchet, une écrivaine que nous admirons profondément et dont les livres saisissent avec une lucidité rare les contradictions intimes de notre temps. Depuis Feu, Western, Toutes les femmes sauf une et d'autres, jusqu'à ce nouveau roman Tressaillir, Maria Pourchet explore ce que signifie être vivant dans une époque où la promesse d'autonomie, d'amour libre, d'accomplissement de soi se heurte souvent au vertige du vide et de la désillusion. Dans Tressaillir, qu'elle vient de faire paraître aux éditions Stock, Maria Pourchet raconte l'histoire de Michel, une femme qui quitte son compagnon et son enfant pour vivre ce qu'elle croit être la liberté. Mais c'est une autre expérience qui l'attend, celle de l'effondrement intérieur, de la solitude, de cette peur, cette terrible peur de devenir, en tant que femme célibataire, une proie. Avec Maria Pourchet, nous allons parler d'amour et de liberté, de ce que notre époque fait à nos relations, à nos quêtes d'intensité parfois désespérées, à notre difficulté à supporter l'expérience de la liberté. En toile de fond, on va partir de l'intime et de ses ravages existentiels pour interroger l'époque pour le moins bizarre que l'on traverse. Maria Pourchet, je suis vraiment très heureux de faire votre connaissance et de vous recevoir aujourd'hui. Alors avant de parler de votre dernier roman Tressaillir, j'aimerais revenir sur une part de votre parcours qu'on évoque finalement assez peu, mais qui m'intrigue beaucoup. Vous avez été sociologue et un temps maître de conférences à l'université. Qu'est-ce qui vous a conduit à quitter ce milieu pour vous consacrer à l'écriture ? L'université n'était plus un lieu si désirable que cela ? Alors si je peux, je le veux d'ailleurs être tout à fait honnête, l'université, le problème c'est que c'était d'emblée pas un lieu désirable pour moi, c'était un lieu fantasmé. Je voulais être prof de fac parce que je cherchais un job à faire qui me permettrait d'écrire des romans tout en baignant dans un environnement stimulant intellectuellement, où en plus je servirais à quelque chose en évangélisant de jeunes âmes venues là pour faire leurs humanités. C'est pas du tout ce que j'ai vécu. En plus, moi, j'ai été surtout prof après la réforme de la LRU. J'avais déjà pas le temps de faire de la recherche, donc d'écrire des livres, on n'imagine même pas. Il y avait beaucoup d'aspects de la vie universitaire et des exigences administratives qui pesaient sur nous, de la façon, des raisons pour lesquelles on gardait ou on gardait pas les étudiants dans les masters, etc., qui a fait que, même vis-à-vis des étudiants, je me sentais embarrassée, en fait. Et quand on commence à perdre cette foi un peu romantique dans la transmission, on n'est pas un bon prof. Et j'étais en train de tourner mauvais prof. Mais comme j'avais eu un poste de maître de conf en métier du livre à Nanterre, c'était quand même génial, c'est pas un truc qu'on lâche. Sauf que la vie m'a fait faire quelque chose le subconscient, m'a fait faire un truc particulier. Une fois que j'ai été classée première sur un poste, pour les gens qui sont pas universitaires, je pense qu'intuitivement on comprend ce que ça veut dire. On doit dire sur un site qui s'appelle Galaxy, je sais pas si ça existe encore. Ça existe encore, je confirme. J'accepte le poste ou je refuse le poste. Donc moi je vais sur ce site, je dis j'accepte le poste, je prépare mes cours, la rentrée dans 2 mois. Et la veille, je me dis tiens, pourquoi on m'a pas appelé pour une réunion je commence demain, en gros. Et on me dit mais non, tu as refusé le poste, donc c'est la deuxième qui a été embauchée. Et donc là, je dis bah non, je m'en souviens très bien, je l'ai fait, je suis pas folle non plus. Et donc il y a une enquête électronique, tout ça, et avec tout le tracé électronique du geste qui montre que bah oui, je suis bien allée, je me suis connectée et j'ai dit non. Et voilà, donc ce qui s'appelle vraiment, c'est par définition l'acte manqué. L'acte manqué, exactement. Mais après, il y a un thérapeute qui m'a expliqué l'acte manqué, en fait, c'est par les actes manqués qu'on reprend la main. Et là, si on veut faire un peu de psychologie sur ce geste, j'ai vraiment, par définition, repris la main sur mon trajet personnel. Donc là, j'avais le choix entre faire un procès au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une destinée. Je veux dire, on peut tout à fait, à 30 ans, décider de faire ça de sa vie. Je l'ai pas fait. J'ai bien fait parce qu'un an après, la fille qui a vu le poste à ma place, elle était en HP. Donc, okay. Tout ceci est vrai. Donc effectivement, là, ici, l'université n'est pas un lieu extrêmement désirable. En tout cas, il y a des profils pour qui c'est pas forcément le bon endroit. Mais comme je disais tout à l'heure en arrivant, ce que je regrette, c'est la conversation avec les universitaires. C'est pour ça que je suis venue. Alors dans Feu, justement, la narratrice est elle-même universitaire et sans que ce soit jamais frontal, on y perçoit un regard très fin, parfois amusé sur ce monde-là, ses codes, ses routines, ses illusions aussi. Oui, là pour le coup, dans ce personnage de Laure, dans Feu, j'ai vraiment restitué mon expérience universitaire avec un peu d'uchronie. C'est comme si je m'étais dit, tiens,
si j'étais restée, si j'avais cliqué oui au lieu de non, qu'est-ce que je vivrais aujourd'hui ? C'est pour ça que c'est amusé, parce que je me suis amusée. Je sais qu'il y a quelque chose d'un peu prétentieux à vouloir nommer l'époque, à prendre en tout cas les grands airs et à commencer à expliquer le monde, mais pourtant on est attaché à essayer de nommer ce qui nous arrive, parce que nommer c'est déjà essayer de penser ce qui nous arrive. Alors Maria Pourchet, comment vous auriez envie de nommer l'époque ? S'il y avait un mot qui vous viendrait à l'esprit, quel serait ce mot ? Je l'avais mis dans feu. Il y a un côté facture dans l'époque. Vraiment, ça me fait mal de le dire, mais l'époque c'est une facture. On a la facture de... Puis c'est aussi la facture qu'on est en train de laisser à nos enfants. Il y a la facture écologique, il y a la facture de la dette, il y a la facture de nos illusions, il y a la facture des illusions quant au rayonnement du modèle démocratique depuis la chute du mur dans ma génération. On paye tout ça. Effectivement, dans Feu, donc je rappelle que c'est l'histoire d'une relation d'amour entre Laure, maîtresse de conférence à la vie de famille sans fulgurance, et ce que son mari ne voit plus vraiment finalement. Elle tombe amoureuse de Clément, 50 ans, qui traîne sa lassitude de vivre avec papa, son chien, et son poste important dans un grand établissement financier qu'il surnomme la banquise, tellement tout dans cet endroit suscite un peu la répulsion. Alors Laure invite Clément à un colloque prétentieux à Cérisy, et il cherche aussi un colloque où on cherche à qualifier l'époque et la nôtre, et Clément, du haut de son institution financière, coupe quasiment la parole à Laure et dit « N'hésite pas, l'époque est un scandale ». Il raconte le désastre, et vous dit d'ailleurs il raconte le désastre et la violence dont, en tant qu'homme blanc, aisé et installé, il est plutôt épargné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace dans la déploration ? Ah oui. C'est quand on déplore, c'est pour souvent donner une excuse au vieillissement de son intensité, à son propre renoncement, voire à sa lâcheté. J'ai pas de problème avec la lâcheté, mais qu'elle n'essaye pas de faire du prosélytisme en disant tout est foutu, de toute façon, c'est pas ça, c'est très agaçant, parce qu'il y a des générations encore derrière nous, donc le vieillissement de son intensité, c'est une jolie idée. Bon, parce qu'on a tous été intenses à un moment, ça aussi ça vieillit. Laure, sur le coup, elle n'a pas l'air d'avoir vraiment envie de nommer l'époque, qui déjà d'ailleurs elle est en train de s'éprendre de Clément. Elle a envie de briser ses lamentations, et elle voudrait lui dire que l'époque finalement c'est une surprise. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent encore aujourd'hui dans ce que nous sommes en train de vivre ? Alors tout, mais surtout que moi je suis assez... je suis assez nunuche sur certains trucs. Je peux découvrir après tout le monde à quel point, par exemple, l'antisémitisme existe encore, est virulent en France, ou à quel point le racisme existe encore, parce que j'ai une petite tendance à voir un peu tout de ma chapelle et à trouver imaginer de la bonté là où il n'y en a pas, à imaginer de l'intelligence là où c'est pas l'intelligence qui gouverne, parce que oui, voilà, surtout depuis que j'ai un enfant, je projette sur le monde une vision un peu irénique, parce que c'est plus facile. Donc je suis constamment surprise, moi. Voilà. Mais il y en a des bonnes. J'ai lu un papier dans Le Monde il y a pas longtemps qui disait que... Alors je suis pas sûre d'avoir lu jusqu'au bout, parce que j'avais peur que qu'on me contredise, que ça contredise le titre à la fin. Mais le titre, c'était que la couche d'ozone cicatrisait. C'est formidable, ça, comme... Je l'ai envoyé à tout le monde. Est-ce que vous avez des raisons d'espérer dans le monde, justement ? Alors, Oui. Alors moi, parce que l'être humain, c'est quand même... Si je suis pas Welbeckian, quoi, je désespère pas de l'humanité. Et des raisons... Il y a quand même pas mal de progrès. Il suffit d'avoir un regard historique rétrospectif. C'est difficile de citer un truc sur lequel il n'y a pas eu de progrès. Même sur ce qui va mal, même sur la cause des enfants, la cause des femmes, mais... les bons qu'on a cessé de faire, la technologie, en dehors du climat, et même là, il y a de l'espoir. Je vois pas grand-chose qui permette de penser qu'on va pas continuer à faire des bons. Alors, en ce moment, le monde étant pris dans les égos d'hubris, d'hommes blancs corrompus de haine, de vieillesse, enfin voilà, on sait de qui on parle. Effectivement, on a tendance à penser que c'est un peu la fin du monde, qu'on en est là, que là pour le coup, le discours de déploration, de voilà, on a le monde qu'on mérite et c'est nous qui l'avons mis dans les mains de ces hommes-là. Mais même, moi je dis voilà, ces gens vont mourir à un moment ou à un autre. Voilà. Donc oui, j'ai une espèce d'optimisme crasse. Alors dans vos livres, il y a
Beaucoup de questions d'amour, on va y revenir évidemment. Mais il y a aussi un autre affect, un affect assez terrible qui nous conduit souvent d'ailleurs à reculer devant le réel, c'est la peur. Toujours dans votre roman Feu, Laure, la narratrice, pour faire face à ses peurs, elle s'accroche sans bien savoir à quoi. Elle s'accroche à quoi ? À ce qui la gouverne, ce qui la rassure, mais aussi ce qui l'éteint. Il y a la peur de devenir, la peur de se perdre, la peur de se rater en fait. Est-ce que vous avez peur ? Ah oui, oui. Oui, et puis ça m'a toujours beaucoup servi, la peur. C'est ce qui m'a... Il y a deux fonctions à la peur. Il y a une fonction vitale et puis il y a une fonction morbide. J'ai exploré les deux. C'est-à-dire que la fonction morbide, c'est celle qui paralyse ce qui est proprement humain, ce qui paralyse la parole, le mouvement, la pensée, la décision. Et puis la fonction vitale, c'est celle qui fait échapper. Moi, j'ai beaucoup échappé. Je pense que l'université, par exemple, c'est ça. Je serais partie des gens qui se seraient éteints dans l'université, j'avais pas la force d'assumer cette fonction avec tous ces impératifs. Je crois que j'ai toujours fui les environnements et les gens délétères ou toxiques. Et ça, mais par peur de mes limites et par peur des leurs. Et comment vous faites justement pour dominer ces peurs, pour vous arranger avec ces peurs, quoi, comment vous... Les autres. C'est les autres qui absorbent la peur. Alors il y a un personnage toujours dans Feu que j'aime beaucoup, c'est Vera, la fille aînée de Laure. Alors elle est rebelle, elle est sauvage, turbulente, engagée, vous dites vide d'excuses et pleine de poudre. Elle assume absolument la transgression, elle est d'une vitalité incroyable et sur le coup ce personnage ne connaît pas vraiment la peur. Je veux lire un passage que j'ai trouvé brûlant, c'est le moment où j'ai aimé Vera. Elle est convoquée au commissariat pour une action qu'elle a réalisée dans le réfectoire de son lycée. Vera et d'autres, pour contester le menu de boudin noir purée, eh bien, ils ont pénétré dans les cuisines et ont déféqué dans les plats en l'absence du personnel. On est au commissariat et voici la scène où Laure, donc sa maman, est en face du juge. Vera a observé d'abord que les antispécistes locaux, élèves de terminale littéraire réputés classe de branleurs, étaient pourtant les seuls à avoir obtenu un progrès dans ce lycée pour fin de race. La suspension de la dissection des macros en classe de sciences et vie. Elle a considéré, toute seule, elle insiste, que l'approche antispéciste pouvait inspirer la lutte antisexiste dans sa vocation élémentaire, à savoir éduquer les foules et ne plus voir en l'animal une ressource et un morceau de viande, quand il s'agit au même moment d'éduquer les hommes à la même chose. À savoir, erre le flic, ne plus voir dans la femme une ressource et un morceau de viande. Demandez à ma mère le mal que ça fait. Parce qu'on ne peut pas compter sur les victimes, elles se laissent découper en deux. Maître Bure te regarde, surprise et embarrassée. Tu pensais que dans son métier, on gardait au préalable ses opinions sous la robe. D'où l'idée de généraliser le combat, poursuit la présumée coupable. Le panneau, en revanche, ce n'était pas son idée. Vera rejetait tout aspect décoratif à l'action. En la matière, suffisait amplement la crotte et la gueulante. La langue commune aux espèces, c'est le cri, pas l'alphabet, dit-elle, et l'officier tape. L'avocate demande à relire la ligne, craignant, dit-elle, une rédaction ambiguë de ses propos imagés. Vera continue plus fort, c'est son rythme. « Il faut que ça pue, monsieur, dit-elle, pour que les gens comprennent. » Elle a raison. Seul le choc est une parole. Le Christ, par exemple, il saignait. Ce sont les autres qui ont écrit, les survivants. Ce n'est pas Vera qui le dit, c'est toi qui le penses. Enfin, c'est l'autre. Tu t'es rendu si perméable à Clément, à mesure que tu devenais étanche à tous les autres qu'il est entré. Lui, son catéchisme, son église, il est là, il est dedans. Il peut désormais te prendre n'importe quand, de l'intérieur, sans consentement. L'amour dispose à la porosité, puis à l'occupation, puis à quoi ? J'adore cette scène. Je m'en souvenais plus. Vous en souvenez plus. Vera, elle a du style. Ouais, moi j'adore écrire les ados. En plus, Vera, je l'ai mis dans un scénario que je suis en train de terminer. Je l'aimais beaucoup aussi, Vera. J'adore écrire les ados parce qu'ils me permettent d'exprimer le fond parfois pas complètement assumé de ma propre rage, de mes propres opinions, et puis une espèce de résidu fongique de mon adolescence qui a pas pu s'exprimer au moment de l'adolescence et que j'ai toujours gardé en attendant le moment où je pourrais en faire quelque chose. Donc c'est-à-dire jamais, puisque voilà la vie civilisée prenant de plus en plus d'épaisseur, c'est jamais arrivé. Mais voilà, mais je me récupère à chaque fois il y a un personnage d'ado. Il y en a un aussi dans Tressaillir, c'est Lucie. Elle est pas du même milieu, elle est pas parisienne, elle est pas parisienne, on dirait une chanson de Louise Attaque. Elle est pas parisienne, elle est plus jeune, elle est pas du même milieu, donc elle a une expression un peu plus réservée, mais quand même, c'est toujours la même. Oui, c'est vrai que je vous ai entendu dans une autre émission dire que vous aimiez les adolescents. Oui, bah oui, cet âge, il m'émeut énormément.
Ils ont un désir de monde, un désir de finalement le périmètre dans lequel on les enferme est toujours un peu trop étroit. Ah oui, et puis c'est l'instant de lucidité. Donc c'est extrêmement douloureux d'être adolescent. Parce que soit on choisit de rester lucide, et là, bonjour quoi. Soit il faut commencer à se trouver quelque chose. Une religion, un modus vivendi, un combat pour faire quelque chose de cette lucidité ou sinon il reste... Justement, Vera, donc tiens, certaines causes politiques. Quelles sont les causes politiques, vous, auxquelles vous tenez ? Alors, il y a énormément de causes auxquelles je tiens, la censure dans l'art et la condition de l'enfant. Mais là, j'ai le sentiment que vous me posez la question de l'engagement. Comme écrivain, ou comme écrivaine, comme vous préférez que je dise, je me préserverai toujours de tout engagement, puisque notre engagement comme écrivain, c'est de pouvoir bousculer tous les engagements, toutes les opinions, c'est pouvoir soulever toutes les questions, même les plus conflictuelles au sein d'une même page, et de même pas être obligé de donner les réponses. Je crois que notre fonction, si on en a encore une, la fonction sociale des auteurs, c'est de remuer les esprits, c'est de provoquer les idées reçues, c'est de provoquer les convictions et les conclusions. Et l'engagement rigidifierait ce que j'estime être mon art et ma liberté. Donc je vais faire très attention à rester libre. Vous avez choisi un extrait d'un livre de François Bégodeau, Comme une mule. Je vous laisse le lire, ça vous va ? Si, d'une rupture amoureuse, je n'ai à dire que la peine qu'elle me fait, si d'un coup de foudre juste le foudroiement, si d'un enterrement juste mes pensées émues pour le défunt, la situation se rabat sur mes mots. Il n'y a plus d'écart, il n'y a plus l'art, ce truc tordu qui prend les choses par un bout qu'interdirait la situation vécue, qui à l'instant où un condamné monte à l'échafaud, compte les boutons de la veste du bourreau. Cette dernière image est de Valérie. Elle veut cerner Monsieur Test, qui, comme son nom l'indique presque, a fait une idole de son esprit. La froideur de l'art tiendrait donc à sa nature cérébrale. Est-ce d'être un pur esprit que l'amateur d'art parvient à scruter sans broncher une agonie peinte ? L'extrême dureté que Madame Test prête à son époux est peut-être celle d'un cœur de pierre, et alors la sensibilité esthétique confinerait à l'insensibilité. Sauf que pur esprit, ça n'existe pas. Le cerveau de l'artiste est encastré dans un corps. Monsieur Test est une fiction, une fantaisie, une imagination, une créature imprimée rendue seule possible par l'impression. L'artiste n'a pas moins de cœur que quiconque. Ce n'est pas l'artiste qui a le cœur sec, c'est l'art. Dès lors, l'idée que l'art soit foncièrement ironique est sans invraisemblance. L'ironie est froide, tendre par froid, froide toujours. Si elle est chauffe, elle se dévoie en satire. L'ironie, c'est l'indignation purgée de sa fausse candeur et de sa vertu voyante, déprise de ses suffocations, de ses poncifs sentimentaux, de ses problématiques sans problème, de ses questions qui n'en sont pas. Vous trouvez ça normal que des gens dorment dans la rue ? Ça, c'est la critique sans le sermon. L'alerte incendie sans les sirènes, la rage ramenée à température, la rage tempérée. L'ironie est mon mode critique, parce qu'en elle s'exauce l'oxymore d'une dénonciation souriante. Elle est mon compromis perso entre le chaud de la colère et le froid de l'art, entre la sentimentalité et l'acception fataliste, entre dramatiser et accepter, entre juger et comprendre, entre tout est possible et tout est foutu, entre la politique et l'art. Pour tout ça, je tiens à l'ironie, mais je la sais douteuse, suspecte. Son origine est suspecte, comme celle d'un colis abandonné en gare. L'ironie installe une salutaire distance entre soi et la situation, entre soi et soi, entre mes tripes et moi. Mais cette distance est elle-même permise par une position sociale distante. Je suis capable d'ironiser sur les turpitudes de mes semblables parce que ma condition sociale m'en protège. J'ai la capacité de me foutre des indignés, étant à l'abri de l'indignité. Sur un plateau télé, une actrice iranienne évoque gorge nouée un opposant condamné à la pendaison par des mollahs. Ma gorge à moi ne se noue pas. L'émotion de la combattante pourrait m'agacer. Dans ses sanglots, je n'entends que des trémolos, dans son intervention une prestation. Je vois une actrice camper le meilleur personnage de sa carrière. Je n'ai pas complètement tort de le voir. Il y a de ça. Dans tout phénomène humain, il y a de ça. Du faux dans le vrai, du trafiqué dans l'émotion. Mais si j'étais un proche du pendu, je verrais l'émotion et pas le trafic.
Si j'étais femme et iranienne, si j'étais mon ami S effrayé de retourner à Téhéran après 10 ans d'exil, si je me sentais physiquement menacée, si en manif des camarades étaient tombés à mes pieds sous les balles étatiques, je ne ferais pas des chicanes à une actrice bouleversée par une imminente exécution. La corde au cou, je ne compterais pas les boutons de la veste d'ironie, de la veste du bourreau. Je chéris mon ironie et je m'en méfie. Je m'en méfie politiquement. Là, ça résonne très clairement avec votre idée de corruption. Oui, exactement. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce texte parce que on m'a très souvent posé la question de mon ironie et j'ai jamais été tellement fichue de répondre de manière articulée ou alors je m'en sortais en citant Romain Gary. Et le jour où je suis tombée sur cet extrait, voilà, il me fallait les ressources dialectiques de ce grand dialectiseur qu'est Bégodeau. Et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Avec l'ironie, c'est ça, avec les limites qu'il expose, avec l'embarras, avec l'inconfort, avec la nécessité, avec... Bon, promis, je n'avais pas de question sur l'ironie, parce que je sais qu'on vous a souvent posé cette question. Dans vos livres, il y a toujours quelque chose... il y a une chose qui est très importante, c'est la bifurcation existentielle. C'est-à-dire un moment où le cours de l'existence ne sera plus le même. Et la bifurcation existentielle, ça commence souvent par les départs. Est-ce que c'est ça, bifurquer, c'est partir ? Ah oui, alors ça commence effectivement beaucoup par des départs, même par des ruptures qui préparent le départ. Simplement parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans les moments de l'existence, que ce soit la mienne ou les vies que j'observe. C'est ces moments où on va fermer un cycle pour en ouvrir un autre, où on va tenter une autre version de soi-même. C'est des moments extrêmement dangereux. Parce on peut ne pas s'en remettre. On va faire fondre une identité, ou selon les métaphores qu'on peut avoir sur l'identité, enfin se défaire d'un vêtement pour en essayer un autre, et on risque toujours psychiquement sa peau dans ces moments-là, parce qu'on rompt avec quelque chose qui était, alors que ce soit la maternité, que ce soit la rupture amoureuse, que ce soit la passion, que ce soit quitter sa famille, que ce soit la damnation sociale, comme dans Western. Il s'agit toujours de quitter un modèle, une logique, une organisation, une structure, ce qui vous faisait tenir, pour en risquer une autre, en devant tout refaire. Et ça, on est beaucoup à avoir tenté des moments comme ça dans une vie. D'ailleurs, et quand on les tente pas, c'est qu'on a l'instinct que c'est très dangereux. Et voilà, c'est ces moments-là que je veux raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et c'est absolument universel. Ça me fait penser à un bel essai de Jacques Rancière qu'on a reçu ici, d'ailleurs, à Craquer l'époque, sur Tchekhov, qui est paru en 2023. Il montre que nous avons peur de la liberté. Et que cette peur, finalement, elle nous fait souvent préférer les habitudes, les cadres et l'ordre. Au final, la servitude est préférable à la liberté parce que l'expérience de la liberté, elle est incroyablement coûteuse. Par contre, vos personnages, à vous, quand même un peu courageux. C'est-à-dire qu'ils ont une attitude différente, ils bifurquent, ils y vont. Oui, mais alors est-ce qu'ils ont du courage ou est-ce que ils sont pas suffisamment renseignés, puisque mes livres en général sont toujours quelque chose. Enfin, le personnage est assez picaresque. Il traverse souvent un épisode initiatique où il va. Là, le coup de la liberté, elle va la prendre. D'ailleurs, symptomatiquement, son ex lui dit c'est le prix de la liberté. Ou il lui dit aussi tu vas le payer cher. Enfin, des phrases très basiques, mais qui sont en fait des vérités premières. Qui font circuler quelque chose de très très vrai. Dans une époque comme la nôtre, comment, Maria Pourchevet, vous vous protégez parfois du réel ? Comment vous ne vous laissez pas complètement vous effondrer avec le réel ? Alors je me laisse pas atteindre déjà par l'information. Enfin, je trie énormément. Je suis pas sur les réseaux. Donc je me protège déjà du virtuel, qui est quand même le lieu où c'est délocalisé la réalité. Un point qui m'inquiète. Et comme on n'est pas beaucoup à être sur aucun des réseaux sociaux, à éteindre son téléphone, moi j'éteins énormément mon téléphone, je suis très peu joignable. Déjà, ça organise une bulle que j'ai aucune culpabilité. En plus, je souffre pas du mal du siècle. Vous savez, ce qu'on appelle le FOMO, là, on voudrait toujours être ailleurs parce qu'on va rater un truc. Déjà, j'ai pas ça. Moi, je suis capable de me refaire un monde. Et puis, quand j'avais 17 ans, j'ai découvert Romain Gary. Et c'est pas des trucs reconstruits ex post où on se dit, bon bah voilà, on a tous un écrivain de chevet, etc. À 17 ans, moi j'ai été, comme beaucoup d'ados, frappée de lucidité, comme j'en parlais tout à l'heure. Et je me disais, mais comment on fait ? Je comprenais pas mal de choses quant à la société, notamment quant aux violences de classe. Pour moi, c'est la pire violence qui existe aujourd'hui, c'est la violence de classe. Elle dépasse toutes les autres, ou alors elle les recoupe. Et
c'est presque daté. On parle beaucoup de la violence de genre, de la violence... mais en fait, même cette violence et ce qui la génère, en général, c'est une violence de classe. C'est pas un phénomène du 19e siècle, quoi. C'est vraiment... Et celle-là, j'ai eu à l'observer très tôt. C'est celle qui m'a émue le plus. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait des sciences sociales. Son pouvoir mortel m'a fait assez peur, et donc notamment là-dessus, mais ou sur ce qu'étaient mes contemporains, sur ce que j'étais moi-même, mes propres limites, ce que j'arriverais à faire ou pas, la place de certains déterminismes sociaux, etc. Et j'étais vraiment pas bien. Alors, comme j'étais adolescente, on n'appelait pas ça une dépression, on appelait ça l'adolescence. Et je trouvais pas ce truc le plus grand que soi. J'avais eu une éducation catholique où le plus grand que soi, on me disait que c'était la parole du Christ. Sauf que philosophiquement, j'étais pas en mesure d'apprécier la valeur philosophique des évangiles, et une croyance médiévale en Dieu, genre c'est bon, il y a un patron qui gère tout, j'étais déjà un peu trop maligne pour l'avoir. Donc j'étais vraiment dans un vide, et j'ai lu Romain Gary et Les Enchanteurs, qui part de ce constat et explique à travers ce personnage de Fosco Zaga que en fait le réel c'est une donnée. Alors mais attention, c'est une donnée mortelle parce que c'est insupportable. On ne peut pas supporter le réel. On ne peut pas supporter ce qu'est l'homme, puisque l'homme a fait Auschwitz. Mais en revanche, on a une capacité qui nous distingue de toutes les races des animaux. C'est que l'homme est capable d'inventer, capable de rêver. Et c'est l'histoire d'un gamin qui va rompre même l'espace-temps, qui va devenir une sorte de Cagliostro parce qu'il a à charge d'inventer un amour qui est mort dans ses bras, qui était accessoirement sa belle-mère. Et en fait, ce roman, c'est pas le meilleur de Gary parce qu'il est écrit de manière très académique, il a une construction en cathédrale qui est compliquée, mais c'est une thèse sur la fiction, sur la nécessité de la fiction. Alors pour le coup, il est politique ce livre. Et ce Fosco Zaga traverse les révolutions russes, Catherine II, les révoltes paysannes, je crois même qu'il va même jusqu'en 68, et il traverse tout ça en s'affranchissant de la proposition du réel. Alors c'est très, très abstrait de le dire comme ça, mais il faut lire ce livre. Et Romain Gary m'a jamais quitté. J'ai en tête, parce que ça m'a beaucoup guidé aussi, vu qu'on parlait de l'art aussi tout à l'heure, les mots de Gilles Deleuze. Qu'est-ce que c'est que l'art si ce n'est de justement libérer l'emprisonnement de la vie, c'est libérer de toutes ces prisons que l'homme est en train de s'infliger. Oui, c'est de la sublimation. Et comment je fais ? J'ai la chance d'être quelqu'un qui peut créer. On me laisse le faire, et puis donc je peux sublimer. Donc pour moi, c'est le plus grand privilège possible. Mais que plein de gens, pas seulement les artistes, les écrivains, mais les scientifiques, les journalistes, les intellectuels subliment. C'est difficile comme question à vous poser, mais justement, vous sublimez, vous êtes en train de créer, et vous êtes en train de créer à une époque donnée. Comment vous imaginez votre geste d'écriture, ce qu'il fait dans l'époque qui est la nôtre ? J'ai qu'une seule visée, si j'en avais une, c'est de vocaliser ce qui serait des choses qui seraient tues, pour plein de raisons, pour des raisons de tabou, de faiblesse, d'absence d'accès à des moyens d'expression, d'absence de moyens d'expression tout court, ce qui serait tu chez des contemporains, et ce qui serait douloureusement tu, ou ce qui serait opprimé par des récits dominants, mais à partir de l'expérience que j'ai. C'est pas dire la vérité, parce que la vérité est un concept dont je me méfie énormément. C'est pas raconter que je m'en sors mieux, c'est pas... Enfin non, c'est même pas ça, j'ai rien à ajouter à dire ce qui serait tu. On arrive au terme de notre premier épisode. Vous avez choisi un morceau. Alors excusez-moi je pense que je vais devoir le reprononcer plusieurs fois. O fatto l'amore con me, c'est comme ça qu'on prononce, oui. De Michel Gurovic. O fatto l'amore con me. Ouais, c'est mieux alors du coup. Le titre signifie j'ai fait l'amour avec moi-même. On l'écoute ensemble et ensuite je vous propose que vous nous racontiez ce qui vous touche dans cette chanson. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che mi va. Domani sera cerco te, giorni feriali voglio me. Ho fatto l'amore con me, semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Chissà se lei, se lui lo sa,
Chissà, sei tu, sei io, chissà se lei, se lui lo sa. Chissà se lei, se lui lo sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Domani sera cerco te. Giorni feriali voglio me. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. E mie opinioni si sa di fare ciò che mi va. Chissà se lei, se lui lo sa. Chissà se tu, sei io, chissà. Domani sera cerco te. Giorni feriali voglio me. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. E mie opinioni si sa di fare ciò che mi va. Chissà se lei, se lui lo sa. Chissà se tu, sei io, chissà se lei, se lui lo sa. Chissà se lei, se lui lo sa. Ho fatto l'amore con me, semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Chissà se lei, se lui lo sa. Chissà se tu, sei io, chissà se lei, se lui lo sa. Maria Poncheur, expliquez-nous le choix de ce... Alors, il n'y a rien de très compliqué. De cette chanson, j'aime bien surtout le son. J'adore écouter l'italien avec l'accent américain, je trouve ça super sexy. Il m'a toujours fait rire cette chanson parce que c'est un vrai hymne c'est l'hymne de Narcisse, quoi. J'ai fait l'amour avec moi et le refrain répète aujourd'hui c'est moi que je veux, aujourd'hui c'est moi que je veux. Et je trouve que s'il y a un credo de l'époque, c'est vraiment celui-là, mais je trouve qu'elle le chante avec une petite distance ironique délicieuse. Et puis je sais pas, ça donne envie de bouger légèrement. Moi j'ai souvent des chansons quand j'écris, j'aime bien bouger un petit peu, j'aime bien danser en écrivant, avec la partie supérieure du corps, en tapant sur mon clavier, je sais pas, comme si on jouait du piano, vous voyez. Donc j'ai souvent des bandes son comme ça et ça en fait partie. Maria Poncheur, merci beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouve pour nous intéresser à votre dernier livre, Tressaillir, et nous discuterons bien sûr de cette obsession bien moderne et pourtant généralement déçue, l'amour. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.